Salut à tous et bienvenue sur Serial Thinker, la chaîne de philosophie pour tous sur YouTube. Alors aujourd'hui, on va se poser une question un peu spéciale sur l'actualité. Alors, qui est vraiment derrière le Covid? Alors là, vous vous dites, ouais, le gars, il est parti complotiste, mais restez jusqu'au bout. Tout ce que je vais dire est démontré scientifiquement, et notamment par un maître de conférence en géographie, qui s'appelle Andreas Malm, et qui a écrit ce bouquin assez génial, que je vous recommande chaudement. Presque tout ce que je vais dire est tiré de ce bouquin. Alors on va partir d'un premier constat. Pour le corona, on a vu une mobilisation d'une ampleur inégalée. Interdiction des rassemblements, confinement de la population, le temple de la consommation de luxe Harrods, qui est même resté ouvert pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, a été fermé le 20 mars 2020. Et soudainement, on a commencé à se poser la question de savoir quels sont les commerces vraiment essentiels. Même les États-Unis, pays libéral par excellence, ont en quelque sorte nationalisé pendant un moment leur industrie automobile pour fabriquer des ventilateurs destinés à envoyer de l'air dans les poumons des patients hospitalisés. Le géant General Motors ne travaillait plus pour faire du profit, mais pour faire le bien de la population. Des marques comme Prada, Armani, Yves Saint Laurent ou H&M ont consacré une partie de leur production à la fabrication des masques, blouses, combinaisons de protection. Ça, c'est toutes les mesures complètement incroyables qu'on a réussi à prendre sur nous pendant le Covid. Alors voici maintenant ma question. Comment se fait-il que pour le réchauffement climatique, qui va nous réduire en cendres dans un futur de plus en plus proche, là pour le coup ne mobilise quasiment aucun dirigeant? Ça fait maintenant 30 ans que le GIEC et l'ensemble des scientifiques nous disent que la situation est apocalyptique et on ne fait rien ou quasiment rien. Qu'aucun défenseur d'une réduction des émissions n'a jamais demandé à quiconque de se soumettre à une chose aussi désagréable que le confinement. L'atténuation de la crise climatique n'exigerait jamais des gens qu'ils deviennent des ermites. Au contraire, c'est la convivialité qui serait le plus propice au projet. Se déplacer en bus, partager un repas, faire la fête dans la rue, passer du temps avec les êtres qui nous sont chers, ou payer une place de concert plutôt que la dernière console d'Amazon. Tout ça irait dans le sens de l'effort pour se passer de combustibles fossiles. C'est-à-dire qu'un plan d'urgence climatique nous demanderait non pas de vivre moins bien, mais au contraire de vivre mieux. Il pourrait améliorer la qualité de vie. On n'aurait pas besoin de confiner toute la population pour y échapper, il suffirait simplement que nous arrêtions de consommer de manière complètement irrationnelle et illimitée, en rationalisant un petit peu l'économie. Et s'il faut pour ça qu'on arrête de produire, des produits de luxe destinés à 0,1% de la population, qui en souffrira? Tu sais ce que c'est? C'est quoi? Le sac de Cardi B. Il est trop beau, c'est le sac de Cardi B. Et pourtant, le Covid, lui qui est infiniment moins dangereux, a provoqué une véritable remise en question drastique non seulement du mode de vie capitaliste, mais aussi de nos libertés individuelles de circuler librement et de voir nos amis ou de faire la fête. Alors, une des raisons que Andreas Malm évoque dans son ouvrage pour expliquer tout ça, c'est que la chronologie des morts est inversée. Dans le cas du climat, ce sont aujourd'hui les populations les plus pauvres qui meurent, ou qui sont déplacées. Selon l'OMM, 22 millions de personnes sont déplacées en 2019 pour des problèmes météorologiques. Il faudra encore quelques années de consommation illimitée avant que les pays riches du Nord soient vraiment menacés par le réchauffement. Dans le cas du Covid, c'est exactement l'inverse. C'est d'abord les pays riches qui ont été touchés. Les gouvernements n'ont pas commencé à paniquer quand l'Iran a été touché, mais quand ça a été l'Italie. Et une flopée de célébrités sont tombées malades. Tom Hanks et sa femme, Harvey Weinstein, le prince Charles, le prince Albert de Monaco, ou encore le Premier ministre du Royaume-Uni. Alors pour le réchauffement climatique, on voit bien que le problème, c'est le capitalisme débridé. L'accumulation illimitée de marchandises se fait au prix du sacrifice de la nature. Mais le corona, vous allez me dire, il y a toujours eu des épidémies, même bien avant le capitalisme. On estime par exemple que la peste noire au XIVe siècle a fait près de 40 millions de morts et décimé un tiers de l'Europe. Alors c'est vrai, il y avait des épidémies avant le capitalisme, mais vous allez voir que depuis quelques décennies, la courbe de l'inflation des épidémies est assez inquiétante. Alors il y a plusieurs causes à ce phénomène. La première, c'est précisément le réchauffement mondial qui a commencé à déclencher une longue saison de migration vers le nord pour les animaux sauvages. On voit déjà ça dans les Caraïbes par exemple, et donc il va y avoir des milliers de pathogènes qui vont se retrouver à chercher de nouveaux hôtes, d'autres animaux et des humains. Mais le plus inquiétant, ce sont les chauves-souris, qui peuvent migrer facilement grâce à leurs ailes et qui ne supportent pas le réchauffement climatique ni la déforestation. On voit déjà ça au Costa Rica. Elles apparaissent maintenant en Virginie et même dans le nord de la France ou en Pologne. Ce combo
Déforestation et réchauffement climatique va forcer 99% des espèces de chauves-souris à migrer vers nous. C'est comme si l'humanité avait décidé de se verser sur la tête des tonneaux de coronavirus. Comme par hasard, à chaque fois qu'un corona apparaît, c'est suite à un épisode de sécheresse. Le SRAS, par exemple, a suivi une sécheresse spectaculaire, et c'est pareil pour le virus MERS, et le SARS-CoV-2 est arrivé au milieu de la pire sécheresse du Wuhan en 40 ans. C'est ce qu'on appelle le débordement zoonotique, la transmission à un humain d'une infection présente chez un animal. C'est-à-dire qu'il y a un élément pathogène qui déborde de l'espèce, qui constitue son réservoir naturel, et franchit la barrière des espèces. Ce pathogène peut être un ver, un champignon, une bactérie, une amibe ou un virus. Bon, dans tous les cas, c'est une créature minuscule qui bouffe sa proie de l'intérieur. Parasite par excellence, il s'infiltre dans un corps où il mène son existence en s'y nourrissant et en s'y reproduisant. Les coronavirus sont une famille de virus particulièrement efficace à cet égard. Ils tirent leur nom de leur petite couronne de pointes rouges, en latin corona. Ces pointes sont des petits crochets qui lui permettent de se diriger et de s'attacher à d'autres cellules. Ce virus, baptisé officiellement SARS-CoV-2 par l'OMS, s'est évadé de son hôte originel, la chauve-souris. Mais pourquoi a-t-il décidé de faire ça? Et c'est là que la question devient intéressante. En réalité, les agents pathogènes mènent une vie discrète au fond des forêts. Ils se contentent d'embarquer dans un organisme hôte qui le tolère, en général sans développer d'infection. Ça fait des millions d'années qu'ils évoluent tranquillement dans le corps de leurs hôtes sans les tuer, ce qui serait suicidaire pour eux. Ça arrive qu'ils tuent un singe ou une souris, et la végétation recouvrira vite son cadavre sans que ça pose aucun problème. Les forêts tropicales abritent la plus grande abondance d'espèces. C'est là aussi qu'on a le plus de réservoirs de pathogènes. Pour qu'ils se développent, il faut éternuer, tousser ou saigner vers un hôte d'une autre espèce. Si le pathogène a de la chance, ce sera un hôte amplificateur qui va lui permettre d'essayer de nouvelles combinaisons génétiques. Mais la plupart du temps, il est très peu probable qu'il puisse dépasser toutes les barrières jusqu'à arriver à un être humain. En soi, ça n'a rien de nouveau. La peste bubonique et la rage sont des exemples de débordements zoonotiques. Mais depuis les années 80, on a une recrudescence incroyable de virus transmis par les animaux. En 1980, le virus du sida, 98, le virus Nipah, le virus du Nil occidental en 99, Ebola qui a frappé l'Afrique avec des effets dévastateurs en 2014, le Zika en 2015, le coronavirus SRAS en 2002, le corona MERS en 2012, retour de la maladie du charbon, de Lyme, fièvre de Lassa, H1N1, H1N2, H3N2 et j'en passe. Il y a donc selon les scientifiques une tendance à long terme. Il y a de manière évidente une corrélation entre notre économie dévastatrice pour les forêts et les pandémies. Car les éléments pathogènes n'ont plus le choix. Disparaître ou faire le grand saut vers une nouvelle espèce. Le journaliste scientifique David Quammen compare cet effet à la démolition d'un entrepôt rempli de virus. Lorsque les arbres tombent et que les animaux indigènes sont massacrés, les microbes indigènes volent comme de la poussière sous les bulldozers. Les chauves-souris existent depuis 65 millions d'années. C'est l'un des ordres de mammifères les plus anciens et qui comporte quasiment le plus de variétés d'espèces, juste en dessous des rongeurs. Il y a 1200 espèces. Elles possèdent une résistance immunitaire d'une puissance exceptionnelle, qui leur permet d'abriter un nombre incroyable de pathogènes. Les chauves-souris sont le seul mammifère qui peuvent véritablement voler avec un battement d'ailes. Elles peuvent ainsi déployer un niveau d'énergie incroyable et elles peuvent monter leur température corporelle à 40 degrés pendant des heures. Et ça a deux conséquences. Elles peuvent produire une fièvre facilement pour se débarrasser d'une maladie, mais en retour, les virus qui s'installent sur des chauves-souris doivent s'adapter à ces températures et deviennent très coriaces. Ils pourraient terrasser n'importe quel autre mammifère plus fragile. Le fait qu'elles volent entraîne un deuxième effet. Elles parcourent des dizaines de kilomètres chaque nuit pour manger et du coup elles dispersent un maximum de pathogènes un peu partout. Elles ont également une autre caractéristique. Elles peuvent se blottir à 3000 par mètre carré dans des gîtes où elles sont plusieurs millions. C'est un paradis à la fois pour les virus et l'immunité de groupe. Le mode de vie des chauves-souris, c'est exactement l'inverse du confinement de 2020. Ne pas se déplacer et ne pas se rassembler. Dans la chauve-souris, vous avez par exemple le virus Nipah, la rage ou même probablement Ebola. Mais leur spécialité, c'est les coronavirus. Le SRAS est passé de la chauve-souris à la civette, puis aux humains. Le MERS est passé par les dromadaires. Les scientifiques estiment qu'il y aurait 3000 coronavirus différents dans le règne des chauves-souris.
Et la particularité du coronavirus, c'est qu'il évolue très vite, beaucoup plus vite que tous les autres êtres vivants. C'est pour ça que la diversité des espèces est fondamentale. Chaque espèce fonctionne comme un pare-choc dans la transmission entre les espèces. Aujourd'hui, avec la déforestation, 20% de ce qui reste de surface boisée dans le monde se trouve à moins de 100 mètres d'une lisière et 70% à moins d'1 kilomètre. Donc la déforestation, c'est ce qui provoque le débordement zoonotique. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que les humains pratiquent autant la déforestation? Alors pendant des décennies, c'était l'exploitation tout simplement des arbres. Mais aujourd'hui, c'est la production de marchandises. Bœuf, soja, huile de palme. Le capitalisme a éradiqué l'habitat naturel des chauves-souris et d'une certaine manière, elle s'est bien vengée en nous contaminant. Bon, quand je dis qu'elle s'est vengée, c'est une façon de parler évidemment. La chauve-souris n'a aucune conscience de tout ça. Admettons, arrive une chauve-souris, enragée. Elle est là, elle est enragée, elle est là. Mais il est démontré que la destruction de tous ces écosystèmes est due à l'exportation de ces marchandises vers les pays riches qui consomment de manière totalement débridée et irresponsable. Et j'en viens maintenant à ma conclusion. Quel a été le discours de gauche sur le corona? Il nous faut plus de soignants, plus d'hôpitaux, plus de lits de réanimation. Tout ça, c'est bien beau. Mais ce qu'il faut combattre, c'est avant tout les causes de ces épidémies. Il faut une solution radicale. Radicale, ça veut dire prendre les choses à la racine et ne pas s'en tenir aux symptômes. Quand on a un cancer, il ne suffit pas de donner des antalgiques. Il faut aller à la racine du problème. Sinon, on n'a aucune chance. Je reprendrai une phrase du scientifique et du philosophe Aurélien Barraud. Aujourd'hui, ce que les politiciens nous promettent, c'est plus de pouvoir d'achat, plus de croissance. Mais la croissance, c'est quoi? C'est remplacer des espaces remplis de vie par des parkings de supermarchés. Sur un point, Macron avait raison. Nous sommes en guerre. Et c'est grâce à ce discours qu'il a réussi à nous imposer les contraintes les plus folles. Sauf que l'ennemi en face, ce n'est pas le corona, mais un système qui permet à quelques personnes de s'enrichir de manière démesurée au détriment de la nature et du bien collectif. Faire la guerre au corona ou au réchauffement climatique, c'est faire la guerre à un symptôme et non à la véritable cause du problème. On ne guérit pas du cancer en faisant la guerre à la fièvre, mais encore moins en faisant la guerre au thermomètre qui indique la fièvre. Alors oui, nous sommes en guerre aujourd'hui contre un système de consommation de masse et d'exploitation de la nature qui non seulement ne nous rend pas heureux, mais menace la survie de l'humanité dans un avenir proche. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.